Je m'appelle Hélène Dufresne. J'ai 71 ans, je suis une ancienne directrice dans l'hôtellerie à la retraite et la mère d'une fille unique, Chloé. Pendant la majeure partie de ma vie, je suis restée en coulisses. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je ne cherchais pas l'attention. J'ai bâti ma fortune discrètement, avec constance, comme la mère polit une pierre. Mon défunt mari et moi avons commencé avec une petite auberge au bord d'un lac. À sa mort, nous l'avions transformée en une chaîne nationale d'hôtels de luxe qui accueillait des présidents, des festivals de cinéma et, oui, des mariages. Mais rien de tout cela n'a eu d'importance au moment où j'ai lu ce message. Maman, on préférerait que tu ne viennes pas. C'est mieux pour l'ambiance. 3 semaines avant le mariage de Chloé. 3 semaines après que j'ai viré 40 000 € à l'organisatrice de mariage en guise d'acompte. Un cadeau. Sans condition. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai relu le message. On préférerait que tu ne viennes pas. Pas de « désolé, maman ». Aucune explication. Juste un rejet froid. Comme si j'étais un fardeau. Une tache sur son image si soigneusement construite. Mieux pour l'ambiance. Je suppose que dans le monde de Chloé, les mères qui portent leur deuil avec grâce et des cardigans usés ne correspondent pas à l'esthétique. Je n'ai pas répondu. Mes mains tremblaient, non de rage, mais de lucidité. Cela couvait depuis des années. La façon dont elle me coupait la parole au dîner. La façon dont son fiancé m'appelait « Hélène » au lieu de « maman », bien que je ne lui ai jamais donné la permission. Le silence quand je leur ai dit que j'apporterais les boucles d'oreilles en saphir de grand-mère pour le mariage. Un héritage familial transmis sur 3 générations. Ils voulaient mon argent, pas mes cadeaux. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était l'organisatrice de mariage. Sa voix était enjouée, professionnelle, comme si tout était parfaitement en ordre. Bonjour, je vous confirme la réception de l'acompte de 40 000 €. Le couple a décidé de choisir un lieu plus grand pour accueillir un groupe de jazz. C'est super excitant. Je suis restée assise, immobile. Ma main a effleuré la vieille tasse de thé en porcelaine à côté de moi, dont l'anse était fissurée. Mon mari m'avait dit un jour, certaines choses se brisent magnifiquement. Elles contiennent plus parce qu'elles ont déjà enduré. J'ai inspiré lentement, puis j'ai dit, en fait, annulez tout. Il y a eu une pause. Je suis désolée, mais madame, vous n'êtes pas la mariée. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Non, ai-je dit doucement. Je suis simplement la propriétaire du domaine à 40 millions € que vous avez réservé, de l'entreprise de traiteurs avec laquelle vous travaillez et de la chaîne d'hôtels où vos 200 invités sont censés séjourner. Silence, non pas de ma part, mais de la sienne. J'ai reposé délicatement la tasse de thé. Le bord était ébréché. Chloé y buvait son chocolat chaud quand elle était enfant, blottie sur mes genoux après l'école, me racontant comment les enfants du bus se moquaient d'elle parce qu'elle portait des bottes d'occasion. À l'époque, je lui avais dit, les gens n'ont pas besoin de voir ta valeur pour qu'elle existe. J'aurais dû me le dire à moi-même aussi. Elle était mon unique enfant. J'ai tout construit en pensant à elle. Et pourtant, elle me voyait comme quelqu'un à effacer de la photo. C'est mieux pour l'ambiance. Peut-être que c'était vrai. Mais peut-être que l'ambiance avait besoin qu'on lui rappelle que sans les fondations, il n'y a pas de maison. Sans les racines, il n'y a pas de fleurs. Et sans la femme discrète qu'ils essayaient d'effacer, il n'y aurait pas de mariage du tout. Je ne lui ai pas répondu par message. Je n'ai pas argumenté. Je suis simplement restée assise là, une main posée sur la vieille tasse de thé fissurée. Une mère, une femme, une propriétaire. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je me suis sentie calme et entière. Après avoir raccroché avec l'organisatrice de mariage, je n'ai pas pleuré. Au lieu de ça, je me suis levée, j'ai marché jusqu'au coffre ancien près de la cheminée et j'ai sorti le vieil album photo que Richard et moi avions rempli durant nos premières années. Le cuir était usé, les coins adoucis par le temps, mais il sentait encore le cèdre et quelque chose de chaud, comme un foyer. Richard Dufresne, mon mari, le genre d'homme silencieux qui ne parlait que s'il avait quelque chose d'important à dire. Il n'était pas tapa accent grave-l'œil. Il ne cherchait pas les applaudissements. Mais il me voyait dans chaque pièce, dans chaque tempête. Il me voyait. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 23 ans. Je travaillais à la réception d'une auberge délabrée au bord d'un lac. Les tapis étaient tachés. Les plafonds fuyaient quand il pleuvait. Et il y avait toujours une fouine qui se faufilait dans le garde-manger. Je pensais n'y rester qu'une saison. Mais Richard est entré avec une boîte à outils et un grand livre de comptes.
Il a dit, cet endroit pourrait briller si quelqu'un l'aimait assez. Je n'ai pas compris sur le moment qu'il parlait à la fois de l'auberge et de moi. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Il m'a demandé en mariage dans le jardin derrière l'auberge, à genoux à côté d'un tuyau d'arrosage cassé et d'un parterre de lavande sauvage. Ce soir-là, il m'a dit que son rêve n'était pas seulement de réparer l'auberge, mais de construire quelque chose qui pourrait nous survivre, un espace où les gens célébreraient l'amour, la guérison, les nouveaux départs. Il croyait au lieu qui garde la mémoire, alors nous en avons construit un. La collection Dufresne a commencé avec cette auberge au bord du lac. Richard rénovait chambre par chambre pendant que je m'occupais du service client, des budgets, du linge de maison, des menus, de tout ce qui fait qu'un client se sent considéré. Quand Chloé a eu 10 ans, nous avions 4 établissements. Quand elle a obtenu son diplôme universitaire, nous en avions 32. Une collection privée de complexes de luxe, d'hôtels historiques et de retraites cachées. Chacun portant une part de nous. Richard ne s'est jamais soucié des marges bénéficiaires. Il se souciait de l'âme. Il avait l'habitude de dire, si tu construis avec le cœur, l'argent suit. Si tu cours après l'argent, tu te sentiras toujours vide. Il n'avait pas tort. Mais Richard n'a pas seulement bâti une entreprise. Il a bâti une vie où je me sentais en sécurité pour être tout ce que j'étais, épouse, mère, partenaire, femme. Je me souviens d'une nuit, des années avant sa mort, nous étions assis dehors sous les étoiles. Il venait de finir d'écrire une lettre à notre notaire, mettant en place la fiducie pour Chloé et les plans de succession pour l'entreprise. Il m'a regardé avec ce regard constant qui était le sien et a dit, « S'il m'arrive quelque chose, je sais que tu protégeras ce que nous avons construit. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais trop émue, mais j'ai hoché la tête. Je lui ai embrassé la main et j'ai promis. Richard est décédé il y a 3 hivers. C'était soudain, une crise cardiaque dans son sommeil. Sans douleur, ont-ils dit, juste parti. Un instant, nous buvions une tisane à la camomille au coin du feu, parlant de nos projets d'expansion dans les Alpes, et l'instant d'après, le silence. Le silence le plus dur que j'ai jamais connu. Chloé était là pour les funérailles, mais pas entièrement présente. Elle était distraite, agitée, prenant des appels à l'extérieur pendant l'éloge funèbre. Je pensais que c'était juste le deuil. Je voulais croire que c'était le deuil, mais maintenant je me demande si ce n'était pas autre chose. Elle ne m'a pas posé de questions sur l'entreprise après sa mort. Elle ne s'est pas assise avec moi dans son bureau. Elle n'a même pas revisité le premier hôtel. Son attention s'est déplacée. Des amis brillants, des événements sociaux somptueux, des influenceurs, une perfection orchestrée. Elle construisait quelque chose, elle aussi. Mais ça ne ressemblait pas à de l'amour. Ça ressemblait à une performance. Pourtant, je me suis accrochée à la promesse. Je ne l'ai pas faite par obligation. Je l'ai faite parce que ce que Richard et moi avions construit était plus que de la brique et du mortier. C'était une vie dans laquelle nous nous étions investis corps et âme. C'était un symbole de tout ce en quoi nous croyions, que l'amour pouvait être discret, fort et durable. Les actifs qu'il m'a laissés n'étaient pas seulement financiers. Ils étaient sacrés. Ils étaient l'écho de ce que nous étions ensemble. Alors j'ai tout gardé à mon nom. Non par peur, mais par respect, par amour. Chloé n'a jamais demandé, elle a supposé. Et je ne l'ai jamais corrigé. C'était peut-être mon erreur. Ou peut-être que c'était ma façon silencieuse de tenir la promesse, de laisser l'histoire se dérouler jusqu'à ce que la vérité ait besoin de s'exprimer. Et maintenant, debout devant ce vieil album, j'ai murmuré à Richard, « Je le protégerai, mon amour. » Pas parce que ça vaut des millions, mais parce que ça a été fait avec amour. J'ai passé la main sur notre première photo, jeune, les yeux brillants, couverts de peinture et de poussière devant cette première auberge. Nous avions l'air ridicule et radieux. Cette nuit-là, j'ai dormi près de la cheminée. Pas de télévision, pas de lumière, juste la chaleur du vieux bois, l'odeur de la lavande et un cœur plein de souvenirs. Demain, j'appellerai les avocats. Mais ce soir, je tenais l'héritage entre mes mains. Le lendemain matin, je me suis versé une tasse de tisane, de la camomille, comme Richard m'en préparait toujours. Je n'y ai même pas pensé. J'ai simplement attrapé le même mélange, la même tasse, la même soucoupe ébréchée avec les petites fleurs bleues, celle que j'utilisais depuis plus de 20 ans. L'anse avait une fissure, à peine visible à moins de savoir où regarder. Je l'ai fixée longuement. Il y a quelque chose de spécial dans une tasse de thé fissurée. On sait qu'elle est fragile, mais elle contient toujours la chaleur. Elle porte toujours l'odeur du réconfort. Elle fait toujours ce pour quoi elle a été faite.
Même quand personne ne remarque les dégâts. Je l'ai tenue dans mes mains comme si elle pouvait me murmurer quelque chose en retour. Je ne pleurais pas. Je ne me sentais pas dramatique. Je me sentais juste vide. Il ne s'agissait pas du mariage. Il ne s'agissait même pas de ne pas être invité. Il s'agissait de cette gomme silencieuse, de ce rejet lent et poli, de ce message qui ne disait pas « je te déteste », mais plutôt « c'est mieux pour l'ambiance ». Comme si j'étais une imperfection. Comme si la femme qu'il avait mise au monde, élevée, qui avait sacrifié son sommeil, sa santé et sa jeunesse pour elle n'était plus qu'une mauvaise énergie à éliminer comme une mauvaise herbe avant une garden party. J'ai porté la tasse à mes lèvres mais je n'ai pas bu. Mes mains étaient stables, mais quelque chose à l'intérieur de moi tremblait. Pas de colère, pas de peur, mais de chagrin. Parce que je réalisais soudain que ma fille avait cessé de me voir. Pas comme une mère, pas comme une femme, pas même comme une personne. Elle avait pris une décision à mon sujet sans me parler. Elle avait réécrit le rôle que j'étais autorisée à jouer dans sa vie. Et elle l'avait fait par un message que j'ai dû relire 3 fois pour être sûre de ne pas mal l'interpréter. Mais je ne me trompais pas. Elle ne voulait pas de moi là-bas. Pas parce qu'elle me détestait, mais parce que je ne cadrais tout simplement pas. Et cela, d'une certaine manière, était plus blessant. J'ai de nouveau baissé les yeux sur la tasse de thé. Sa fissure courait le long de la courbe de l'anse, fine comme un fil d'araignée, invisible à moins de la tenir à la lumière. Combien de fois avais-je failli la jeter? Combien de fois l'avais-je gardée simplement parce qu'elle était à moi? Parce qu'elle avait contenu tant de matins tranquilles, tant de conversations, tant de souvenirs, tout comme je l'avais tenue, elle. Je me souviens quand Chloé avait 10 ans et qu'elle a attrapé la grippe la veille de son récital d'école. Elle était pâle, fiévreuse, enveloppée dans 3 couvertures, et insistait quand même pour monter sur scène. Je suis restée à ses côtés toute la nuit, un gant de toilette froid sur son front, lui chuchotant des berceuses entre 2 prises de température. Elle n'a jamais pu participer au récital. Mais cette nuit-là, elle a murmuré « Merci de ne pas être partie ». Une autre nuit, des années plus tard, une tempête de neige a frappé alors qu'elle était à l'université. Le campus a fermé. Les routes étaient bloquées. Et pourtant, j'ai conduit pendant 4 heures juste pour lui apporter un thermos de soupe et des couvertures supplémentaires. Quand je suis arrivée, les marches du dortoir étaient couvertes de neige, jusqu'aux genoux. Personne n'avait déblayé. Alors, je l'ai fait, à main nue et avec un balai emprunté. Elle a jeté un œil par la fenêtre et a pleuré en me voyant. Nous en avons ri pendant des semaines. J'ai toujours été la personne qui se présentait, non pas parce que je le devais, mais parce que l'amour exige la présence, pas la perfection. Et maintenant, on me désinvitait. Ma fille, mon unique enfant, m'avait réduite à une perturbation, une vérité dérangeante, une femme avec trop de rides pour son esthétique, trop d'histoires pour sa foule triée sur le volet. Et ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'exclusion. C'était l'insinuation que ce que j'étais et ce que j'avais été pour elle n'avait plus d'importance. J'ai regardé à nouveau la tasse de thé, sa résilience tranquille, la façon dont elle gardait encore la chaleur malgré la fissure. Je me suis demandé si c'était ce que j'étais devenue. Quelque chose d'utile autrefois, quelque chose de toujours chaleureux, mais quelque chose de trop vieux, de trop imparfait, de trop inadapté pour être exposé. J'ai posé la tasse avec précaution, comme si je déposais une partie de moi-même. Et pour la première fois de ma vie, j'ai posé une question que je n'avais jamais osé murmurer, même dans les moments les plus sombres de la maternité. Dois-je choisir entre le respect de moi-même et mon rôle de mère? La réponse n'est pas venue tout de suite. Seul le silence est venu, et la chaleur qui s'estompait de la tisane que je n'ai jamais bu. J'ai reposé la tasse de thé. La maison était trop silencieuse. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait fort. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'au tiroir du bureau de Richard et je l'ai ouvert lentement, comme guidée par une mémoire musculaire, pas par la pensée. Il était là, son stylo. Pas n'importe quel stylo. Un stylo plume Man Blanc noir, garni d'or, lourd et lisse. Un cadeau pour notre 20e anniversaire. Il l'utilisait pour signer chaque contrat majeur, chaque lettre d'intention, chaque accord final. Et quand il est décédé, je l'ai rangé dans un coin, incapable de le regarder. Mais aujourd'hui, cela me semblait juste. Je l'ai tenu dans ma paume comme un talisman, quelque chose d'ancien, quelque chose qui engage. Puis je me suis assise à son vieux bureau, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai décroché le téléphone. Pas mon portable, le téléphone fixe. Seules 2 personnes appelaient encore sur cette ligne. L'une d'elles était Jeanne. La ligne a sonné une fois, puis une deuxième, et enfin.
Madame Dufresne. Sa voix n'avait pas changé. Nette, professionnelle, mais avec cette nuance de bienveillance qu'on ne peut pas feindre. Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. Tout va bien. J'ai fermé les yeux. Je vais bien, Jeanne. Une pause, puis plus doucement. De quoi avez-vous besoin? J'ai inspiré. J'ai besoin que vous sortiez tous les contrats en cours liés au domaine de l'Aube claire, aux suites Dalton et au service traiteur La Table de l'Aube. Silence. Jeanne était vive d'esprit. Elle l'avait toujours été. Elle n'avait pas besoin d'une raison pour agir, mais elle avait toujours besoin de savoir pourquoi. Je suppose qu'il ne s'agit pas d'un audit de routine, dit-elle prudemment. Non. Puis-je vous demander? Je veux juste reprendre ce que j'ai donné, dis-je simplement. Jeanne ne posa pas d'autres questions. C'est pour cela que je lui faisais confiance. Pendant toutes les années où elle a travaillé aux côtés de Richard, elle n'a jamais trahi une confidence. Elle savait quand parler et quand se taire. J'aurai les dossiers prêts dans l'heure, dit-elle. Merci. J'ai besoin que des ordres d'annulation soient rédigés. Rien par email, tout sur papier. Sur papier à en-tête? Entendu. Et Jeanne? Oui. Je serai en ville à 16 heures. Fixez la réunion pour 17 heures. Je veux tout signer en personne. Une autre pause. Ferez-vous venir votre fille? J'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux, plutôt une expiration privée. Non, ce ne sont plus ses affaires. Compris. J'ai raccroché, tenant toujours le stylo de Richard. Il était plus lourd que dans mon souvenir. Ou peut-être que j'étais simplement plus âgé. Peut-être que je sentais le poids de ce que j'étais sur le point de faire. Et pourtant, pas une seule partie de moi n'a hésité. J'ai pensé à la salle de bal de l'Aube claire, au sol en marbre importé de Toscane, au lustre que nous avions choisi ensemble dans une propriété de prestige en Autriche. Richard avait dit, si nous construisons quelque chose qui dure, faisons en sorte que ce soit intemporel. Il parlait toujours comme ça, tranquillement, poétiquement. Il a construit ses propriétés non pas pour l'esbrouf, mais pour l'héritage, pour la famille, pour les étapes importantes de la vie, pour les gens que nous aimions. Et maintenant, ces mêmes murs allaient accueillir un mariage auquel je n'avais pas le droit d'assister. Cette pensée ne me faisait plus pleurer. Elle me rendait certaine de ma décision. À 16h42, je suis entrée dans les bureaux du cabinet d'avocats Lefebvre et Associés dans le centre-ville. Jeanne m'a accueillie dans la salle de conférence privée avec 3 dossiers soigneusement préparés sur la table. Elle avait son ordinateur portable ouvert, mais tout le reste était à l'ancienne. Des copies papier, des tampons encreurs, des seaux de cire, exactement comme Richard le préférait. Elle a fait glisser le premier dossier vers moi. Domaine de l'Aube claire. Acompte initial versé. Solde final en attente. Toujours dans la période d'annulation. Le deuxième dossier. Suite Dalton. Bloc de chambre pour 193 invités. Autorité de réservation complète sous Dufresne Holdings. Le troisième. La table de l'Aube, traiteur. Menu finalisé mais aucune commande de produits périssables passée. J'ai hoché la tête. Jeanne m'a tendu les documents. J'ai rédigé une clause de résiliation neutre pour chacun. Aucune contestation juridique n'est attendue. Mais êtes-vous sûr de vouloir faire cela discrètement? Oui. Pas de déclaration, pas de drame, ai-je dit. Pas de presse, pas de confrontation. Elle m'a regardé un long moment, puis a placé le stylo devant moi. Il aurait voulu que vous l'utilisiez. J'ai souri faiblement. Il aurait voulu que je protège ce qu'il a bâti. Un par un, j'ai signé. Non pas avec colère, mais avec clarté. Je n'avais pas besoin de ruiner le mariage de Chloé. Ce n'était pas le but. Je n'allais simplement pas financer la cérémonie qui me rendait invisible. Le dernier papier, la dernière signature. J'ai appuyé lentement sur le stylo, délibérément, scellant le trait d'une main ferme. Quand j'ai eu fini, j'ai rebouché le stylo, les glissé dans son étui de velours et les refermé avec soin. Jeanne n'a pas parlé. Elle a juste hoché la tête. D'une femme à une autre, un pacte silencieux. Ce n'était pas une vengeance. C'était une réclamation, de dignité, de voix, des choses que j'avais données sans condition. Maintenant, enfin, elles étaient revenues entre mes mains. L'appel est arrivé à 6h37 du matin. Je n'ai pas répondu. J'étais assise dans le jardin avec mon café, enveloppée dans le vieux cardigan de Richard. L'air était vif pour le printemps, du genre qui vous réveille la peau.
Le téléphone a vibré encore et encore, puis s'est arrêté. Cela n'avait pas d'importance. Quelque part en ville, les choses se dénouaient. Quelque part en ville, une organisatrice nommée Clara composait frénétiquement des numéros. Pendant ce temps, j'imagine que ça s'est passé à peu près comme ça. Chloé venait de sortir de son rendez-vous. Un dernier essayage, probablement, quand son téléphone a sonné. « Salut, Clara » a-t-elle probablement gazouillé, distraite. On vient de finir avec le fleuriste. Marc a adoré les touches de chardon, au fait. Qu'est-ce qui se passe? Une pause. Puis son visage s'est décomposé. Comment ça, annulé? Une autre pause. Comment ça, le contrat de l'Aube claire est nul? Comment ça, les chambres d'hôtel ont disparu? Le traiteur aussi? Ce n'est pas possible. Puis, lentement, ses yeux se sont plissés. Non, non, je n'ai rien annulé. Qui aurait même l'autorité pour le faire? Et puis ça a fait tilt. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais son silence a tout dit. Marc l'a remarqué. Chloé a raccroché. Elle s'est tournée vers lui. Il y a un problème. Il a froncé les sourcils. Quoi? Le lieu, les chambres, le traiteur. Tout a été annulé. Il a cligné des yeux. Comment ça, annulé? Clara a dit que tout a été résilié par quelqu'un ayant les pleins droits de propriété. Un temps. Et puis il a prononcé le nom qu'aucun d'eux ne voulait dire. Ta mère. Chloé a détourné le regard. Je vais l'appeler, a dit Marc. Chloé ne l'en a pas empêché. De retour dans mon jardin, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai vu le nom Marc, pas Chloé. J'ai siroté mon café et l'ai laissé sonner. Puis le message est arrivé. As-tu annulé le mariage? J'ai regardé les mots. Pas de ponctuation. Pas de colère, pas de point d'exclamation, juste 5 mots plats. J'ai attendu un moment, non par dépit, mais parce que quand on a été silencieuse toute sa vie, on apprend la valeur de l'immobilité. Puis j'ai tapé ma réponse. Non, j'ai simplement fermé ce qui n'a jamais eu ma bénédiction. Je n'ai pas appuyé sur « Envoyer » immédiatement. Je l'ai lu une fois, puis une autre. C'était honnête. Ce n'était pas une vengeance. Je n'avais pas fait irruption dans leur vie en hurlant. Je n'avais pas exigé d'excuses ni fait une scène lors d'un dîner de répétition. Je m'étais simplement retiré. Comme une marée qui se retire d'un rivage qui ne l'accueille plus. J'ai envoyé. Je ne sais pas ce que Marc a fait en le lisant, mais j'imagine que ça l'a frappé plus fort qu'il ne s'y attendait. Il n'était pas cruel, pas comme Chloé pouvait l'être, mais il était complice. Il était resté là pendant que les décisions étaient prises, hochant la tête comme si ce n'était pas aussi son mariage. Comme si m'exclure était juste une question d'ambiance, comme Chloé l'a si éloquemment dit. Et maintenant, l'ambiance avait changé. Pas de lieu de réception, pas de suite de luxe, pas de traiteur gastronomique, pas d'arche florale soigneusement arrangée sous des lustres anciens. Tout avait disparu, discrètement, légalement, irrévocablement, et non par colère, mais par principe. Parce que je n'avais jamais accepté d'être invisible. J'avais payé pour chaque fil de ce mariage, chaque tige d'orchidée importée, chaque bouteille de champagne frais, chaque chambre 5 étoiles, chaque plat signature du menu. Et ils m'ont dit que je n'étais pas la bienvenue. Pas en face. Non, ils l'ont texté comme si j'étais une invitée supplémentaire qu'ils pouvaient désinviter. J'ai de nouveau pensé à Richard. Comment il disait, le silence, Hélène, est le langage du pouvoir. Quand tu parles, pense ce que tu dis. Mais quand tu agis, agis discrètement. C'est comme ça que le sol se dérobe. J'ai souri. Il pensait que j'allais simplement disparaître. Au lieu de cela, j'ai fait disparaître tout ce qu'il tenait pour acquis. Le téléphone n'a plus sonné. Je suis restée dans le jardin un peu plus longtemps. Le vent bruissait dans les hortensias. Quelque part dans un penthouse bien au-dessus de mon petit jardin, ma fille arpentait probablement pieds nus un sol en marbre, se demandant comment une femme qu'elle avait écartée d'un simple texto pouvait faire s'évanouir un mariage entier. Mais je n'avais pas besoin de le voir. Je le savais déjà. Le changement avait commencé. Et je n'étais pas en colère. J'étais enfin en paix. L'appel est arrivé ce soir-là, juste après le coucher du soleil, quand le ciel était d'un lavande pâle et que le monde semblait trop calme. Je venais de finir de ranger la cuisine, sans musique, juste le doux cliquetis de la porcelaine et le sifflement de la bouilloire encore résonnant. L'écran s'est allumé. Chloé. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Sa voix est sortie, vive et rapide.
Je pensais que tu ne te souciais pas des apparences. Je n'ai pas répondu. Elle a continué, plus fort maintenant. Pourquoi ruinerais-tu tout comme ça? Pourquoi maintenant, de tous les moments? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai marché lentement jusqu'à la chaise près de la fenêtre, je me suis assise. Je ne l'ai pas ruiné, ai-je dit calmement. Tu m'as retiré avant même le premier toast. Une pause. Puis elle a ricané. Oh, allez, maman. Ne sois pas dramatique. J'ai légèrement incliné la tête. C'est ce que tu penses que c'est. Tu sais que je ne voulais pas te blesser, a-t-elle lâché. Ce n'était pas personnel. C'était juste une question d'ambiance. J'ai regardé par la fenêtre. Juste une question d'ambiance. Les mots flottaient dans l'air comme un brouillard. Tu as déjà dit ça, ai-je murmuré. Et c'était vrai. Tu sais comment est la famille de Marc. Ils sont très sélectifs, ai-je offert. Soucieux du statut, fragile en présence de veuves de plus de 65 ans. Elle est restée silencieuse. J'ai continué, doucement mais fermement. Ils ne me connaissent pas. Ils n'ont jamais cherché à le faire. Ce n'est pas juste. Et toi, ai-je dit, la coupant sans élever la voix. Tu ne pensais pas non plus que j'avais ma place. C'était clair. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu à le faire. Tu l'as texté. Elle a soupiré bruyamment. Je ne voulais pas de drame au mariage. Et pourtant, nous y voilà. Elle a de nouveau fait une pause. Sa voix était plus calme cette fois. Je pensais que tu étais au-dessus de ça. Je pensais que tu croyais en l'amour plus qu'en l'argent, aux gens plus qu'aux apparences. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas laissé paraître. C'est le cas. Alors pourquoi tout annuler? Pourquoi nous embarrasser? Je n'ai embarrassé personne, ai-je dit. J'ai simplement repris ce que j'avais donné. Tu m'as humilié, maman. Non, Chloé. Tu t'es humiliée toi-même au moment où tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour m'asseoir à ta table. Sa voix s'est brisée. Il ne s'agissait pas d'être assez bien. Alors de quoi s'agissait-il? Un long silence. Elle n'a pas répondu. Alors je l'ai fait. Il s'agissait de contrôle, ai-je dit doucement. De façonner une image, un récit qui n'incluait pas la femme qui t'a élevée. Ce n'est pas vrai, a-t-elle murmuré. Tu te maries dans une famille qui juge les livres à leur couverture. Et quelque part en cours de route, tu as décidé que j'étais la mauvaise couverture. Je n'ai jamais eu l'intention de... Ne dis pas que tu n'avais pas l'intention, Chloé. Tu l'avais. Tu l'as choisi. Tu as fait un choix. Et les choix ont un poids. Plus de silence. J'ai entendu une respiration tremblante à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, presque en suppliant. Alors, tu débranches vraiment tout. Je l'ai déjà fait. Mais tout se passe dans 2 semaines. Alors tu as 2 semaines, ai-je répondu, pour déterminer la valeur d'une ambiance. Elle n'a pas parlé. Alors j'ai prononcé la dernière phrase que je portais en moi depuis son message du premier jour. Si ce n'est qu'une question d'ambiance, Chloé, alors laisse l'ambiance payer pour ça. Son souffle s'est coupé, comme si elle voulait dire quelque chose, se déchaîner, s'excuser, se défendre, mais ne trouvait pas les mots. J'ai attendu, mais rien n'est venu. Alors j'ai mis fin à l'appel, non par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Je suis restée assise là un moment, le téléphone posé sur mes genoux, l'écran maintenant sombre. Dehors, les lumières du jardin se sont allumées automatiquement, de petites lueurs parsemant la pelouse que Richard tondait autrefois chaque dimanche. Ma main a effleuré le bras du fauteuil, doux, familier. Et je me suis souvenu des jours où j'étais assise là avec une Chloé bébé dans mes bras, ses joues rouges de soleil, sa petite main enroulée autour de mon petit doigt. Elle me regardait comme si j'étais le ciel tout entier. Maintenant, j'étais le nuage d'orage qui ruinait son temps parfait. Mais je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amère. J'en avais juste assez. Assez de mendier l'inclusion, de payer pour le rejet, de me réduire pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de ce qui était assez bien. Chloé trouverait une solution, ou elle n'en trouverait pas. Quoi qu'il en soit, j'avais dit ma vérité. Et je l'avais dite de la manière la plus calme et la plus claire que je connaisse. Non pas avec des cris, mais avec le silence et un acte décisif. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré la mère de Marc. C'était à la fête de fiançailles, un après-midi ensoleillé dans un vignoble loué juste à l'extérieur de la Provence.
Le genre d'événement où même les serviettes étaient calligraphiées et l'eau avait des tranches de citron. Enroulées comme des virgules. Chloé portait une robe rose pâle. Elle rayonnait, radieuse et nerveuse, chuchotant avec les traiteurs et vérifiant les compositions florales à 2 reprises. Elle voulait que la journée soit parfaite. Je portais une robe tailleur bleu marine, modeste, repassée, respectueuse. Les perles que Richard m'avait offertes pour notre 30e anniversaire pendaient à mon cou, un clin d'œil à la dignité. Je me dirigeais vers la table principale avec un plateau de carton de table plié à la main. Chloé m'avait demandé de l'aide quand je l'ai vue. La mère de Marc, grande, mince, dégoulinant d'or et de beige, et un air de quelque chose de piquant derrière le sourire. Elle m'a repéré de l'autre côté de la cour et n'a pas souri. Au lieu de cela, elle a marché droit vers moi, ses talons claquant comme des points de ponctuation sur les pavés. Ses yeux m'ont scruté de la tête aux pieds, s'arrêtant juste un battement de trop sur mes chaussures, puis de nouveau sur les perles. « Vous devez être la mère de Chloé, » dit-elle sèchement. J'ai hoché la tête. « Oui, je suis Hélène. » Elle a tendu une main, molle et fraîche. Je l'ai serrée poliment. Puis vint la phrase. « Vous êtes plus traditionnelle que je ne l'imaginais. » Juste comme ça. Pas de sourire, pas d'explication, juste une évaluation enveloppée de velours et de vinaigre. J'ai cligné des yeux une fois. Ah oui. Elle a haussé les épaules. Eh bien, Chloé a toujours été pleine de surprises. Je l'ai regardée un long moment, non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais que trop bien. Ce n'était pas ce qu'elle disait, c'était comment elle le disait. Ce ton, ce regard. Elle me voyait non pas comme une invitée, non pas comme la mère de la future mariée, mais comme un élément à gérer, une case à cocher. J'étais la femme qui avait élevé Chloé. Oui, mais je n'étais pas leur genre de femme. C'était clair. Le reste de la conversation, si on peut appeler ça une conversation, fut un brouillard de phrases polies et de silences passifs. Je me suis excusée après quelques minutes, trouvant une chaise vide près des hortensias, et j'ai observé. J'ai regardé sa façon de flotter à travers la fête, saluant les bonnes personnes avec familiarité et tenant son verre de vin comme s'il faisait partie de sa lignée. J'ai regardé Marc lui parler doucement, avec déférence, même en souriant à Chloé de l'autre côté de la pelouse. Et j'ai regardé Chloé, ma fille, la regarder. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose changer. Un petit murmure froid quelque part à l'intérieur. Sois prudente. Ce n'est plus ton terrain de jeu. Pourtant, je me suis dit de ne pas être paranoïaque. Marc semblait assez gentil, un peu distant avec moi, mais jamais impoli. Et Chloé était heureuse. Nerveuse, oui, mais heureuse en amour. Alors j'ai tout mis de côté. Le regard, le commentaire, le sentiment d'être mesuré et jugé. Inutile. J'ai souri pendant les toasts, les discours, les petites lanternes en papier suspendues aux arbres. J'ai applaudi quand ils ont coupé le gâteau, j'ai fait la bise, remercié les organisateurs. Mais cette phrase, « Vous êtes plus traditionnel que je ne l'imaginais », m'a suivi à la maison ce soir-là comme un parfum accroché à mon manteau. Maintenant, assise ici des semaines après la débâcle, je vois tout clairement. Je n'étais pas la seule à être étudiée à cette fête. Chloé était observée, elle aussi. Je ne sais pas exactement quand le changement a commencé, mais j'ai vu les signes, les changements subtils dans sa façon de parler, le langage du détachement, la préoccupation soudaine pour l'image. Au début, j'ai pensé que c'était juste le stress du mariage, mais ce n'était pas ça. C'était de l'influence. C'était de l'absorption. J'aurais dû parler à ce moment-là, poser les questions, fixer les limites, mais je ne voulais pas être la mère qui se mêle de tout. Je ne voulais pas la perdre avant même qu'elle ne marche jusqu'à l'autel. Et au fond de moi, je ne croyais pas, ne pouvais pas imaginer qu'elle laisserait un jour les valeurs de quelqu'un d'autre l'emporter sur ce que nous avions construit ensemble. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour elle me regarderait, la femme qui l'a élevée, s'est battue pour elle, a construit sa vie autour d'elle, et déciderait que je n'avais pas la bonne ambiance. Que j'étais trop traditionnelle. Tout comme la mère de Marc me voyait, comme une relique, un bouche-trou, un accessoire charmant mais obsolète à laisser hors de la liste des invités. Je le vois maintenant. Je n'avais pas affaire à une seule mariée. J'étais face à toute une dynastie d'apparence soignée et d'élégance calculée. Et ma fille, ma Chloé, les avait rejoints, volontairement ou non. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la tradition est plus profonde que l'étiquette. Elle détient la mémoire. Elle détient le pouvoir. Et elle détient les reçus. L'appel est arrivé en fin d'après-midi. Mon téléphone a vibré 2 fois avant que je ne décroche. Chloé.
Je ne m'attendais pas à un autre appel si peu de temps après. Le dernier. J'aurais dû le laisser sonner, mais je ne l'ai pas fait. Maman, commença T.L., la voix tendue. J'ai quelque chose à te dire. Je ne l'ai pas interrompu. J'avais appris il y a longtemps que lorsque les gens commencent par « j'ai besoin », ils se soucient rarement de savoir si vous avez besoin de l'entendre. Tu aurais dû savoir, lâcha-t-elle. Tu fais toujours ça. Tu dois toujours te mêler de tout. Mes yeux restèrent fixés sur la fenêtre, regardant une brise faire frémir les rideaux. Me mêler, répétai-je doucement. Oui, de tout. Le lieu, l'organisatrice, l'hôtel, le gâteau. Tu as dû t'immiscer dans chaque décision. Tu as choisi ma robe, pour l'amour de Dieu. Tu as choisi la musique, le traiteur, la disposition des tables. J'ai cligné des yeux. Chloé, non. Elle m'a coupé, sèchement. Écoute. Tu agis comme si tout était de la générosité, mais en réalité, c'est du contrôle, maman. Tu ne m'as jamais laissé faire les choses à ma façon. Jamais. J'ai senti quelque chose s'effondrer en moi. J'ai pris une profonde inspiration. Calme-toi. Je ne t'ai jamais forcé à choisir cette robe, Chloé. Tu m'as envoyé 6 options. J'ai simplement dit que celle en ivoire serait plus belle sur les photos et tu as été d'accord. Ce n'est pas la question. Je n'ai pas choisi le traiteur. J'ai envoyé une recommandation parce que tu disais que tu étais dépassé. Tu aides toujours, mais ce n'est jamais vraiment de l'aide. C'est prendre le contrôle. J'ai fermé les yeux une seconde. Voilà. Le souvenir révisionniste. Le genre de réécriture qui transforme la gentillesse en manipulation, le soutien en sabotage. Je ne t'ai pas demandé de tout payer, ajouta-t-elle, la voix s'élevant. Tu l'as juste fait. Comme toujours. J'ai finalement parlé. Oui, je l'ai fait. Exactement, lâcha-t-elle. Et maintenant tu penses que tu peux tout dicter. Chloé, dis-je calmement. Je n'ai jamais rien dicté. Je me suis présentée. J'ai payé. J'ai comblé les lacunes quand tu te noyais dans les détails. Ce n'est pas du contrôle. C'est être une mère. Non, dit-elle, presque en riant. C'est être toi. Toujours le sauveur. Toujours la martyre. Ces mots m'ont blessé plus que je ne l'aurais cru. Toutes ces nuits où je suis restée éveillée à trier des feuilles de calcul quand l'organisatrice était aux abonnés absents. Tous les acomptes que j'ai payés pour garantir des prestataires qu'elle avait oublié de confirmer. Toutes les questions douces que j'ai posées pour m'assurer qu'elle ne se faisait pas écraser par la famille de Marc. Et maintenant, ça. Tu penses que j'ai fait tout ça par contrôle, demandai-je, ma voix toujours égale. Je pense que tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais, lâcha-t-elle. Tu as juste supposé. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai dit doucement. J'ai payé, Chloé, mais je n'ai jamais essayé d'acheter ton affection. Elle ne répondit pas. J'ai continué. Tu es en colère parce que les choses se délitent. Je le comprends, mais ne réécris pas le passé pour rendre ta culpabilité plus confortable. Elle laissa échapper un souffle. Tu penses que tu as tout fait bien? Non, dis-je. Je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais. Il y eut un silence à l'autre bout. J'ai adouci ma voix. Tu te souviens de ce que tu as dit quand tu m'as appelé en pleurant? À propos du lieu? Comment il facturait un supplément pour chaque petite chose? J'ai offert mon aide. Tu as dit tu sais toujours comment arranger les choses, maman. Et je l'ai fait. J'ai arrangé les choses. Ce n'était pas de l'ingérence. C'était de l'amour. Mais tu n'as jamais écouté, dit-elle doucement. Pas vraiment. Tu étais toujours si décisive. Si sûre de toi. J'ai senti mon cœur se plier mais pas se briser. J'étais décisive parce que tu te noyais, ma chérie. Parce que quelqu'un devait être le radeau. Parfois, je ne voulais pas de radeau, murmura-t-elle. Parfois, je voulais juste que quelqu'un s'assoie dans l'eau avec moi. Sa voix s'est brisée alors, et pendant une brève seconde, la douleur entre nous a semblé moins vive. Mais elle était toujours là, lourde, réelle. Tu penses que j'ai ruiné ton mariage, dis-je. Mais la vérité, c'est que tu m'as désinvité avant que je ne touche à quoi que ce soit. Tu as tracé une ligne dans le sable, et maintenant tu es en colère que j'ai arrêté de me tenir de ton côté. J'ai fait une pause. Et pour que ce soit clair, ce n'est pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. Mais quand tu as décidé que je n'étais pas la bienvenue, tu as perdu le droit à ce qui portait mon nom. Sa voix n'était qu'un murmure. Alors c'est tout,
Non, dis-je doucement. Ce sont des limites. Elle ne répondit pas. Je pouvais entendre sa respiration, calme et inégale. Et puis la ligne est devenue silencieuse. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste posé le téléphone et regardé par la fenêtre, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé quelque chose. Elle n'a jamais vu mes sacrifices comme des cadeaux. Elle les a vus comme des obligations, comme des ficelles invisibles attachées à chaque chèque, chaque faveur, chaque heure silencieuse passée en arrière-plan. Et c'était peut-être ça, le vrai chagrin. Après que Chloé a raccroché, je suis restée assise longtemps sans bouger. L'écran du téléphone s'est éteint. La pièce s'est calmée. Seul le doux bourdonnement du chauffage remplissait le silence. J'aurais pu en dire plus. J'aurais même pu crier. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la bibliothèque dans le coin et j'ai sorti une boîte en bois de derrière les vieux livres de jardinage. Un petit coffre verrouillable avec des charnières en laiton usé. Quelque chose que Richard avait un jour plaisanté en disant que ça ressemblait à un coffre de pirate. À l'intérieur se trouvaient des documents, des papiers juridiques pour la plupart, et au-dessus, son testament. Je ne l'avais pas regardé depuis des années. Pas depuis le jour où l'avocat l'avait fait glisser sur son bureau vers moi, ses yeux prudents comme s'il s'attendait à ce que je panique. Mais je n'ai pas paniqué. Je me souviens l'avoir lu en silence, juste lu. Richard m'avait tout laissé. Tout. La maison, les comptes, les parts de l'entreprise, les actions, le groupe hôtelier qu'il avait bâti de zéro avec 2 autres partenaires dans les années 80. Même les droits d'auteur de la marque Signature, Collection RD. Chaque actif, chaque pourcentage, chaque titre, tout pour moi. Non pas parce que je l'avais demandé, non pas parce que j'avais exigé quoi que ce soit, mais parce qu'il avait fait un choix. À l'époque, l'avocat avait dit doucement. Il voulait s'assurer que ça ne tombe pas entre de mauvaises mains. Et j'avais compris ce qu'il voulait dire sans avoir besoin de plus de détails. La famille de Richard, ses frères et sœurs, ses cousins éloignés, ses neveux avides l'avaient encerclé comme des vautours quand il était tombé malade. Il voyait le cancer comme un compte à rebours, non pas pour dire au revoir, mais pour encaisser. Il l'avait vu aussi. C'est pourquoi il avait changé la structure, tout déplacé, tout verrouillé sous mon nom, non pas pour le contrôle, mais pour la protection. Il me faisait confiance pour garder l'héritage que nous avions construit ensemble. Pas pour moi, mais pour Chloé, pour de futurs petits-enfants, pour les valeurs auxquelles nous avions cru. Et pourtant, je ne l'ai jamais dit à Chloé. Pas une seule fois. Quand elle posait des questions sur la maison, je disais « Ça fait partie de notre patrimoine commun ». Quand elle complimentait la marque du complexe, je hochais simplement la tête, ne mentionnant jamais les droits de propriété silencieux qui se trouvaient dans un dossier dans mon tiroir. Je suis restée silencieuse parce qu'au fond de moi, je craignais ce qu'elle pourrait penser si elle savait que sa mère avait pris le relais, que j'avais en quelque sorte éclipsé l'héritage de son père, ou pire, que j'avais gardé quelque chose pour moi. Alors, je l'ai laissé croire que tout était encore à lui, que mon rôle était minime, que j'étais simplement la gardienne, parce que je pensais que c'était mieux ainsi, plus propre, moins compliqué. Mais maintenant je voyais comment ce silence s'était transformé en un gouffre, un qu'elle avait rempli de ses propres suppositions, un que la famille de Marc avait probablement élargi, peut-être même encouragé. J'imaginais la façon dont ils auraient pu le formuler, assez prudemment pour éviter tout blâme mais assez clairement pour suggérer le doute. Ta mère a-t-elle déjà construit quelque chose de tout ça? C'est ton père qui a bâti l'empire, n'est-ce pas? Ou, je me demande ce que penserait ton père s'il savait comment elle gère les choses maintenant. De petits commentaires semant de petites questions. Et quand quelqu'un est peu sûr de soi, comme Chloé l'avait toujours été de manière discrète, il est facile pour ces questions de se transformer en certitude. Elle pensait probablement que je m'accrochais trop fort, que je ne voulais pas lâcher le pouvoir. Elle ne pouvait pas connaître la vérité, que je n'ai jamais voulu le pouvoir. Je voulais juste protéger ce que Richard a passé une vie à construire, ce que nous avons construit. J'ai frotté les sols du premier hôtel qu'il a ouvert. J'ai fait la lessive des draps qu'il ne pouvait pas se permettre de sous-traiter. J'ai cuisiné pour les clients quand le chef a démissionné en milieu de semaine. J'ai élevé Chloé dans une chambre au-dessus de la réception. Ce n'était pas son rêve. C'était le nôtre. Mais je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas qu'elle se sente redevable. Je ne voulais pas qu'elle ait l'impression que je le lui mettais sous le nez. Alors j'ai avalé mon histoire et maintenant. Je regardais ce silence devenir une arme contre moi. Elle pensait que je me mêlais de tout. Elle pensait que j'avais outrepassé mes droits. Elle pensait que je contrôlais tout parce que je ne lui ai jamais dit une seule fois. C'est à moi.
Pas par cupidité, pas par ambition, mais parce que l'homme qu'elle adorait m'avait demandé de le porter. Et je l'ai fait, chaque jour, discrètement, sans relâche, sans applaudissements, sans condition. Mais c'était peut-être ça l'erreur. Peut-être qu'en essayant de ne pas éclipser son nom, j'ai laissé le mien disparaître complètement. J'ai refermé la boîte lentement, les reverrouillé, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie fatiguée. Pas le genre de fatigue que le sommeil peut réparer. Le genre de fatigue qui vient de porter quelque chose de sacré en silence et de réaliser que la personne pour qui vous l'avez porté ne l'a jamais vu. Il était tard dans l'après-midi quand j'ai entendu frapper doucement à la porte. Pas pressé, pas hésitant, juste humain. J'ai ouvert pour trouver Clara debout là, les épaules légèrement voûtées d'une manière qui ne correspondait pas à sa confiance habituelle. Elle tenait quelque chose dans ses mains, une grande enveloppe blanche, et ne portait pas de maquillage. Ses cheveux étaient attachés en arrière de manière lâche, et pour une fois, elle ne ressemblait pas à l'organisatrice. Elle ressemblait à une personne. « Bonjour », dit-elle doucement. « Vous avez une minute ?» Je me suis écartée et lui ai fait signe d'entrer. Pas de question, juste un simple hochement de tête. Elle est entrée, a regardé autour d'elle, et a choisi la même chaise que Chloé utilisait toujours quand elle était petite. Elle tenait l'enveloppe contre sa poitrine comme un bouclier. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps », commença-t-elle, puis s'arrêta. Sa voix tremblait légèrement, non de colère, mais d'autre chose. Elle me tendit l'enveloppe. « Ce sont les plans finaux », dit-elle. Palette de couleurs, plans de table, musique, détails floraux. Il y a tout. Je voulais le rendre à la personne qui a réellement payé pour ça. J'ai regardé l'enveloppe, mais je ne l'ai pas prise. Elle l'a posée doucement sur la table basse entre nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, poursuivit Clara. Enfin, si. J'étais là. J'ai vu comment ça s'est déroulé, mais je ne comprends toujours pas. Elle m'a regardé avec des yeux brillants. J'ai organisé 123 mariages, Hélène. Jamais je n'ai vu quelqu'un être exclu d'un mariage qu'il finançait. Je n'ai pas parlé. Je l'ai juste regardé. Je lui ai laissé son espace. Elle a cligné des yeux fortement. Je suis désolée. Je ne devrais pas dire ça. Ce n'est pas professionnel. Mais après ce que j'ai vu, après ce qu'elle vous a texté, je n'ai toujours rien dit. Elle a ri, un rire doux et amer. Mon Dieu, si c'était moi, j'aurais renversé une table, appelé la presse, intenté des procès, je ne sais pas, quelque chose. J'ai souri faiblement. Puis j'ai cherché derrière moi dans un tiroir que j'avais préparé plus tôt sans savoir pourquoi, et j'ai sorti une petite enveloppe de mon cru. À l'intérieur se trouvaient 2 laissez-passer pour un spa. Je les lui ai tendus. Elle les a regardés, confuse. Qu'est-ce que c'est? Un week-end de retraite, ai-je dit. Source thermale. Massage. Silence. Le genre de silence qui guérit, pas qui blesse. Ses doigts tremblaient en l'acceptant. Vous me donnez ça. Vous avez l'air de quelqu'un qui n'a pas expiré depuis des semaines. Elle a fixé l'enveloppe, puis a lentement craqué. Pas bruyamment, pas théâtralement, juste une fêlure silencieuse. Elle a commencé à pleurer, les épaules secouées, mais les lèvres serrées, ne voulant pas faire de bruit. « Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi calme », a-t-elle murmuré. Et pour la première fois, j'ai parlé franchement. Parce que le silence, ai-je dit, n'est pas une faiblesse. Elle a levé les yeux vers moi. Il faut plus de force pour rester douce quand on a été blessé, ai-je continué, que pour se déchaîner et laisser ses propres cicatrices. Elle a hoché la tête lentement, se mordant l'intérieur de la joue. Je pensais, dit-elle, quand Chloé a envoyé ce message, que vous alliez tout réduire en cendres. Vous auriez pu. Vous le pourriez encore. Vous possédez le lieu, l'hôtel, même le nom sur la boîte à gâteaux. J'ai souri, mais il n'y avait aucune méchanceté dans mon sourire. Clara, ai-je dit doucement, je n'enseigne pas de leçons à ma fille en criant. Je lui enseigne en montrant ce qu'une femme peut être quand elle choisit encore la grâce, même après avoir été trahie. Elle a dégluti difficilement, puis a dit quelque chose que je n'attendais pas. J'aimerais avoir une mère comme ça. Et voilà, la vérité d'une autre sorte de fille. Je ne me suis pas approchée pour la serrer dans mes bras. Je n'ai pas offert plus de mots. Je suis simplement restée assise là avec elle, laissant le silence faire son travail. Au bout d'un moment, elle s'est levée. Je finaliserai les annulations demain, dit-elle doucement. Non pas parce que vous me l'avez demandé, mais parce que je ne peux plus soutenir ce qui se passe. Elle s'est arrêtée à la porte. Merci, Hélène.
pas pour le laisser passer au spa, mais pour m'avoir rappelé qu'il y a une autre façon d'être forte. Et sur ce, elle est partie. Je suis restée dans le couloir un moment après son départ, tenant l'enveloppe qu'elle m'avait rendue. Les plans du mariage étaient tous là, magnifiquement arrangés, parfaits et complètement vides d'âme. Mais peut-être, juste peut-être, que ce qui viendrait ensuite ne le serait pas. Ce ne sont pas mes mots qui ont parlé en premier. Ce sont les gros titres. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une douzaine d'appels manqués. 2 de mon fleuriste, 1 du directeur de l'hôtel, et 1 d'une blogueuse de mariage que je n'avais même jamais rencontrée. Au moment où j'ai allumé la télévision, le segment local sur les mariages de la chaîne 6 diffusait déjà l'histoire. Un mariage somptueux aux suites Dalton annulé brusquement quelques jours avant la cérémonie. L'écran montrait des images du lieu, maintenant silencieux. Pas de guirlandes lumineuses, pas de draps, pas de champagne au frais, juste un livreur confus debout à l'extérieur avec 4 caisses de rose ivoire. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste siroté ma tisane. Ils sont passés à un segment d'un direct d'une petite influenceuse de mariage. Elle portait du rose pastel et parlait vite. Clairement ravie d'être au centre d'un scandale. Des sources disent que le lieu n'a pas annulé. C'est la propriétaire qui l'a fait, à la dernière minute. C'est dingue. Puis est venue l'interview qui a tout fait éclater. Une jeune réceptionniste de l'hôtel, manifestement pas formée aux relations publiques, se tenait dans le hall avec de grands yeux et des mains nerveuses. « Je ne sais pas grand-chose, dit-elle. Mais j'ai entendu un membre du personnel murmurer que ce n'était pas un conflit d'horaire. Il a été retiré par la propriétaire elle-même. Il n'avait pas dit mon nom, mais il n'en avait pas besoin. En quelques heures, les blogs de potins de l'industrie ont repris l'affaire. Les forums de mariage bourdonnaient. Un fil de discussion sur Reddit intitulé « Qui annule un mariage comme ça ?» a commencé à grimper. À midi, j'ai reçu un appel officiel du magazine de mariage qui avait prévu de présenter la cérémonie de Chloé. Il retirait l'article. Je n'étais pas surprise. Ce qui m'a surprise, cependant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Ce soir-là, alors que les rumeurs s'installaient dans leur deuxième souffle, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était court, juste 3 mots. « Tu regardes ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement changé de chaîne. Ils étaient là, Chloé et Marc, surpris devant un café à Lyon, l'air tendu. Le journaliste local n'était pas indiscret, mais il était perspicace. « Chloé, avez-vous un commentaire sur l'annulation du lieu ? Nous avons reçu la confirmation de la direction des suites Dalton que la propriétaire est intervenue directement. » Elle s'est figée, visiblement secouée. Le visage de Marc s'est durci. « Nous ne faisons aucun commentaire pour le moment, » dit-il en tirant son bras. Mais il était trop tard. La caméra avait déjà capturé le regard qu'il lui a lancé. Pas de la confusion, de la suspicion. Je connaissais ce regard. Je l'avais vu une fois auparavant, lorsque Richard avait commencé à soupçonner l'un de ses partenaires commerciaux de détourner des fonds. Marc a regardé Chloé de la même manière que l'on regarde une pièce de puzzle qui ne s'emboîte pas tout à fait. 2 jours plus tard, j'ai eu des nouvelles de Clara. Elle est en pleine spirale, dit-elle doucement. Les sponsors se retirent. L'un des fournisseurs a même demandé une preuve de qui avait réellement signé les chèques. Je n'ai rien dit. Je n'avais fait aucune déclaration publique, aucune représaille, aucun drame, juste une redirection silencieuse du pouvoir. Mais le monde faisait le reste pour moi. Chloé a tenté de limiter les dégâts. Elle a posté une photo filtrée d'elle et Marc se tenant la main lors d'une dégustation de mariage, avec la légende « Rien que de l'amour par ici ». Mais ça n'a pas pris. Les commentaires étaient brutaux. Vous n'avez pas juste annulé aux suites Dalton. Alors, avez-vous payé les frais d'annulation ou est-ce que c'est la propriétaire? Est-il vrai que la propriétaire du lieu est votre mère? Celui-là l'a stoppé net. Et puis est venu le moment que je savais qui allait changer complètement la donne. Un épisode de podcast de niche intitulé « Le mariage qui est devenu silencieux » a été diffusé. Dedans, un membre du personnel de l'hôtel, sous couvert d'anonymat, a révélé que la propriétaire avait été personnellement lésée et que le lieu avait toujours été offert comme une faveur, pas comme une transaction commerciale. Chloé n'avait pas de réponse à cela, car c'était vrai. Pas seulement le fait que j'avais tout payé, mais la vérité plus profonde que le silence avait son propre poids. Marc lui a finalement posé la question. Selon Clara, il l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Est-ce que tu me caches quelque chose ?» Chloé n'a pas répondu, car comment aurait-elle pu?
Elle ne pouvait pas expliquer comment elle avait effacé sa mère de la liste des invités tout en gardant son nom sur la facture. Elle ne pouvait pas justifier l'utilisation de l'amour de quelqu'un comme une carte de crédit illimitée, pour ensuite la jeter quand elle ne correspondait plus à l'esthétique. Et c'est ainsi que les fissures ont commencé. Pas publiquement, pas bruyamment, juste en chuchotement, en suspicion, en distance, le dénouement d'un conte de fées qu'elle n'avait jamais eu le droit de revendiquer. Et tout ce que j'avais fait, c'était rien. Juste une signature et un choix. Le silence. Jeanne est arrivée avec une enveloppe Kraft à la main et de la peine sur le visage. Elle n'a pas dit grand-chose, elle est juste entrée par la porte de la cuisine comme elle le faisait quand nous étions de plus jeunes femmes naviguant entre les réunions de parents d'élèves et les kermesses. Seulement maintenant, nous étions deux femmes plus âgées qui en avaient assez vu de la vie pour savoir quand les mots étaient facultatifs. « Hélène, dit-elle doucement, je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette façon. Mais j'ai pensé que tu méritais de savoir ce qui avait été réellement envoyé. » J'ai fait une pause au-dessus du plateau de tisane que je venais de préparer. Jeanne a fait glisser l'enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une impression, un email de Chloé. L'objet était court, presque clinique. Note finale sur le lieu, important. J'ai senti mon souffle se couper. Jeanne ne parlait pas. Elle a juste laissé le silence s'étirer pendant que je dépliais la simple feuille. Le texte était bref, pas plus d'un paragraphe. Chère Madame Carter, afin de préserver l'élégance de notre événement et d'éviter tout stress émotionnel, je vous demande de bien vouloir ne pas inclure ma mère, Hélène Dufresne, dans la liste des invités ni l'autoriser à accéder au lieu. Sa présence serait perturbatrice. Merci de votre compréhension. Chloé. Ce mot, perturbatrice. Il gisait sur la page comme une blessure habillée de perles. Je n'ai pas réagi tout de suite. Ma main a simplement abaissé la page sur la table, mes doigts ne tremblant que légèrement alors que je la plaçais à côté de la photo encadrée de Richard et moi le jour de notre mariage. Il avait l'air si fier sur cette photo. Jeune, solide. Je me souviens de ce moment. Il venait de murmurer. « Tu n'as pas l'air réelle, Hélène. Tu ressembles à quelque chose venu du ciel. » Maintenant, c'est moi qui ne me sentais pas réelle. J'ai fixé l'email, puis la photo, et de nouveau l'email. Deux versions de la féminité se sont heurtées sur cette surface en bois. L'une parée de dentelle blanche, tenue par l'amour, l'autre qualifiée de perturbation à exclure de la joie de sa propre fille. Elle a envoyé ça directement à l'organisatrice, murmura Jeanne. Je l'ai trouvée dans la chaîne de messages transférés. Aucune hésitation dans son ton. Juste froide. Froide. Oui, c'était le mot. Chloé ne m'avait pas crié dessus. Elle n'avait même pas argumenté. Il n'y a pas eu de grande scène, pas de porte claquée, pas de confrontation en larmes. Juste une phrase dans un email, une qui me bannissait avec une politesse bureaucratique. Je me suis approchée, et j'ai légèrement ajusté le cadre de la photo. Il était décentré. Richard détestait quand les choses semblaient déséquilibrées. Je pouvais presque l'entendre maintenant. Redresse ça, Hélène. Même les petites choses comptent. Jeanne a doucement touché ma main. Je suis désolée, dit-elle. Tu ne mérites pas ça. Je lui ai fait un petit sourire, mais il n'a pas atteint mes yeux. Il ne s'agit pas de mériter, Jeanne. Il s'agit de clarté. Elle avait l'air confuse. J'ai clarifié, plus pour moi-même que pour elle. Tout ce temps, je pensais qu'elle avait juste besoin d'espace ou que j'avais peut-être dit quelque chose de mal quelque part. Les mères se remettent toujours en question. Mais ça. J'ai tapoté légèrement le papier. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix, une exclusion délibérée. Je me suis levée et j'ai marché vers l'étagère où les vieux boutons de manchette de Richard étaient dans une boîte en velours. Je l'ai ouverte, même si je n'avais besoin de rien à l'intérieur. J'avais juste besoin d'ouvrir quelque chose, de faire quelque chose, de ne pas rester immobile. Parce que rester immobile signifiait reconnaître ce qui était perdu. J'ai murmuré, j'ai perdu mon mari. Puis ma voix s'est étranglée. Et maintenant, j'ai aussi perdu ma fille. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Ancienne que Richard avait restaurée pour notre 25e anniversaire. Tic, tac, tic. Le temps ne s'arrête pas pour le deuil. Il continue, indifférent. Je me suis retournée vers Jeanne, qui semblait vouloir pleurer pour moi. Je ne la laisserai pas faire. Ne fais pas ça, dis-je doucement. Ne pleure pas pour moi pour l'instant. Laisse-moi juste être tranquille un moment. Elle a hoché la tête et s'est levée de sa chaise,
Mais avant de partir, elle a jeté un dernier regard sur l'email. Elle n'a même pas mis de majuscule à mère, murmura-t-elle presque pour elle-même. Je ne l'avais pas remarqué, mais maintenant je ne pouvais plus l'ignorer. La présence de ma mère serait perturbatrice. Pas même « ma mère », juste en minuscule, comme si j'étais un rôle à gérer, pas une femme à aimer. Jeanne est partie peu de temps après. Je suis restée seule dans la cuisine, l'email à côté de la photo, la tisane froide, le silence plein d'arêtes vives. Je n'ai pas déchiré le papier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement placé l'impression à l'intérieur de l'album de mariage que Chloé m'avait un jour supplié de garder en sécurité quand elle avait 16 ans et planifié son mariage de rêve. Je l'ai placé là, comme un marque-page entre qui nous étions et qui nous étions devenus. Je n'ai pas eu de nouvelles de Chloé pendant 2 jours après que Jeanne m'a apporté l'email. Mais Marc en a eu, et c'était suffisant. Il a appelé l'hôtel, les suites Dalton, non pas pour le drame mais pour la clarté. Une simple question. Il dirait plus tard qu'il s'agissait de rapprocher des factures car certains paiements ne correspondaient pas. Peut-être s'attendait-il à une faute de frappe ou à un sponsor oublié. Au lieu de cela, il m'a eu. Le directeur de l'hôtel, ne sachant rien de mieux, a dit joyeusement. Oui, tous les contrats étaient sous le nom de Madame Hélène Dufresne. Elle a signé personnellement. Une femme charmante. Apparemment, il y a eu une pause à l'autre bout du fil de Marc. Puis il a demandé, je suis désolé, qui a signé pour le traiteur? Madame Dufresne. Le lieu, le service traiteur complet, le bloc de la suite nuptiale, même la tour de champagne, tout a été approuvé et prépayé. Elle est la propriétaire listée de Dufresne Holdings. En fait, Dufresne Holdings, la société familiale que Richard et moi avions bâtie sur 40 ans, la même que je contrôlais maintenant discrètement après son décès. Quand Marc a raccroché, il est resté dans la voiture pendant près de 10 minutes. Je ne le sais que parce qu'il me l'a dit plus tard, la voix basse, le regard vague, comme un homme qui réalise qu'il a vécu dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il est entré. Chloé repassait une robe de chambre en lin blanc qu'elle prévoyait de porter pour se préparer le matin du mariage. Du champagne était au frais dans un seau à proximité. Des bougies parfumées scintillaient sur le buffet. C'était censé être une soirée paisible. Ce ne fut pas le cas. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta mère avait tout payé ?» demanda-t-il. Elle ne tressaillit pas, ne leva pas les yeux, continua simplement de repasser la robe, une main lissant le tissu avec une aisance mécanique. « Parce que, dit-elle lentement, elle n'avait pas sa place dans notre nouvelle famille. » Marc cligna des yeux. Chloé le regarda enfin. « Je ne voulais pas que tu te sentes obligé envers elle. Nous construisons quelque chose de nouveau, Marc. Toi et moi. Elle fait partie du passé. Je ne voulais pas qu'elle soit partout à ce moment-là. » Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il dit, « Tu l'as laissé financer tout le mariage et ensuite tu lui as interdit d'y assister. » Chloé pinça les lèvres. Elle a offert son soutien. Elle s'est rendue disponible. Je ne l'ai jamais forcée. Tu l'as laissé croire qu'elle serait là. Le ton de Chloé se durcit. Elle nous aurait embarrassés. Elle joue toujours la carte de la veuve éplorée. Je ne voulais pas de cette énergie à notre mariage. Les mains de Marc se crispèrent, puis s'ouvrirent à nouveau. Il baissa les yeux sur la robe de chambre. Elle est impeccable, dit-il, la voix étrange. Quoi? La robe. Tu l'as tellement repassée qu'on dirait qu'elle est en verre. Comme le costume d'un mannequin. Elle ricana. C'est dramatique. Il se retourna et quitta la pièce, tout simplement. Pas de cris, pas d'objets jetés, pas d'ultimatum, juste un départ silencieux. Un silence qui en disait plus que n'importe quelle explosion aurait pu le faire. Ce soir-là, j'ai entendu frapper à ma porte. Quand j'ai ouvert, il n'y avait personne, mais il y avait une petite enveloppe blanche sur le paillasson, scellée d'un cachet de cire. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de Marc. « Madame Dufresne, je vous dois des excuses. Je vois maintenant. Je vois tout. M. » J'ai plié la note lentement et l'ai placée dans le tiroir de ma cuisine, juste à côté de celle que Chloé avait envoyée à l'organisatrice. 2 voix, 2 vérités, une fille, un gendre. Une ligne enfin tracée entre l'amour et la loyauté. Elle est arrivée le matin après que Marc a glissé sa lettre sous ma porte. Une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour, le genre de papier qui semblait fin mais soigné, comme s'il avait été plié avec des mains à la fois tremblantes et une grâce intentionnelle. L'écriture était tremblante, inclinée comme des vignes qui avaient poussé à l'état sauvage mais conservaient leur beauté. L'encre était tachée par endroits,
comme si le stylo s'était arrêté trop longtemps en pleine réflexion. À l'intérieur se trouvait une note. « Chère Madame Dufresne, vous ne me connaissez pas, mais j'ai senti que je devais vous écrire. Il y a des années, votre mari a donné à mon fils Pierre son premier emploi. Il avait 19 ans à l'époque, peu sûr de lui, mal à l'aise dans sa peau. Il avait abandonné ses études, avait trop honte pour affronter son père et avait presque baissé les bras lorsque Monsieur Dufresne est entré dans le restaurant où je travaillais. J'ai mentionné mon fils au passage, juste un soupir de mère fatiguée. Votre mari a écouté. C'est ce dont je me souviens le plus. Il a écouté. La semaine suivante, Pierre était embauché à l'entrepôt local que possédait Monsieur Dufresne. Pas de chichi, pas d'aumône, juste une chance. Quand votre mari est décédé, nous avons envoyé une carte de remerciement. Nous ne nous attendions pas à une réponse, mais une est quand même arrivée. Vous avez répondu. Vous nous avez dit que Richard disait souvent, si vous pouvez aider quelqu'un d'une main tout en gardant votre propre vie stable avec l'autre, vous devez le faire. Je n'ai jamais oublié ça. Chaleureusement, Éléonore Martin. J'ai lu la lettre 2 fois, puis une 3e fois. Les mots n'étaient pas dramatiques. Il n'y avait pas de coup de théâtre, pas de retournement de situation, pas de colère, pas de grande révélation, juste un souvenir. Je me suis assise lentement à la table de la cuisine. La lettre tremblait dans mes mains. Pas de peur, pas de colère, mais de quelque chose de plus doux, de plus lourd, le deuil, peut-être, ou sa cousine, la grâce. J'ai levé les yeux vers la photo de Richard au-dessus de la cheminée, celle de notre voyage au parc national des Écrins, où il portait ce ridicule chapeau de paille et m'a fait rire si fort que j'ai failli laisser tomber l'appareil photo. Ses yeux plissés par le soleil et la malice. J'ai murmuré, « Tu t'es souvenu du fils d'une inconnue, et elle s'est souvenue de toi. » Et moi, j'avais passé les dernières semaines à essayer d'oublier, à essayer de passer à autre chose, à essayer d'enterrer ce qui m'avait été fait, ou autour de moi, ou derrière moi. J'étais empêtrée dans des contrats de mariage et des lettres de trahison et un silence coupable, essayant de décider à quel point je devais être bruyante ou silencieuse pour survivre au jour du mariage de ma fille. Et pourtant, cette lettre, ce bout de gentillesse non sollicité a tout traversé comme une lumière sous une porte verrouillée. Richard avait aidé quelqu'un d'une main et n'avait jamais rien laissé tomber d'autre. J'ai suivi les plis de la lettre où Éléonore l'avait soigneusement pliée avant de la poster. Ses mains, probablement ridées comme les miennes, peut-être plus lentes, peut-être fatiguées. Mais elle avait écrit quand même. Elle s'était souvenue. Elle avait remercié. Et elle m'avait rappelé, sans le savoir, que la gentillesse n'a pas besoin de public. Elle ne crie pas. Elle n'exige pas. Elle ne complote pas, ne punit pas, ne parade pas. Elle vit simplement, tranquillement, dans la vie des autres, longtemps après que vous ayez oublié que vous l'avez jamais donnée. Ce matin-là, je n'ai pas appelé Jeanne. Je n'ai pas rédigé de nouvelles lettres à l'organisatrice. Je n'ai pas fait d'ajustements juridiques ni mis les choses en mouvement. Je suis juste restée assise là et j'ai pleuré. Pas les sanglots vifs d'une trahison fraîche, mais les pleurs silencieux d'une femme qui se souvenait de qui elle était, et réalisait avec une clarté soudaine qu'elle n'avait pas perdu cette personne après tout. J'ai sorti mon plus beau papier à lettres et j'ai répondu à Éléonore. Ce n'était pas long. Ça n'avait pas besoin de lettres. Chère Éléonore, merci de vous souvenir de Richard. Votre lettre est arrivée un matin où je ne savais pas que j'en avais besoin. Je tiendrai vos mots comme une main dans la mienne. Chaleureusement, Hélène Dufresne. Je n'ai pas connu les détails au début. Jeanne m'en a caché la plupart, essayant de me protéger, je suppose. Mais les chuchotements ont commencé à circuler rapidement, et ils ont trouvé leur chemin jusqu'à moi, doux et surprenant comme le vent sous une porte fermée. Le mariage avait été déplacé. C'était le premier titre sur le blog de mariage de la petite ville. Cérémonie de haut vol aux suites Dalton annulée brusquement. Apparemment, Chloé et Marc s'étaient démenés pour réserver un nouveau lieu rapidement. Mais il ne s'agissait pas seulement de trouver un espace disponible. La rumeur s'était répandue plus vite qu'aucun d'eux n'aurait pu la contenir. L'un des premiers prestataires qu'ils ont appelé, un domaine haut de gamme au bord du lac, a poliment décliné. Un autre propriétaire de lieu de réception, un ami de l'église, me l'a dit sans détour. Ils ont essayé d'appeler, mais une fois que j'ai su de qui il s'agissait, je n'ai pas pris la réservation. Je ne travaille pas avec des gens qui traitent leur famille de cette façon. L'organisatrice, Clara, a démissionné le lendemain. Jeanne m'a montré l'email. Il était bref, mais clair. Je ne me sens plus professionnellement alignée avec cet événement. Veuillez considérer ceci comme mon retrait formel.
Les prestataires ont commencé à se retirer un par un. Les fleuristes, l'équipe d'éclairage, même le groupe de musique. Apparemment, Marc avait essayé de tous les rassurer, signant des chèques à la hâte. Mais à ce moment-là, certains invités avaient déjà reçu des avis sur le changement de lieu de dernière minute. Beaucoup ont simplement choisi de ne pas venir. J'ai entendu dire que certains ont envoyé des regrets polis. D'autres n'ont tout simplement pas pris la peine de répondre. Et puis est venu l'appel téléphonique qui a confirmé que tout avait commencé à s'effilocher. C'était encore Jeanne. Elle parlait doucement, comme quelqu'un qui se cache dans un couloir. Hélène. La mère de Marc a confronté Chloé devant tout le monde. Mon souffle s'est coupé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je t'avais prévenu de ne pas apporter l'embarras dans notre famille. Tu n'as pas seulement saboté un mariage. Tu as saboté les fondations de ton mariage. Un silence lourd s'est installé entre nous. J'ai imaginé le visage de Chloé, toujours si composé, si intentionnel, maintenant rouge d'humiliation et de grâce effilochée. Je n'ai pas ressenti de joie. Pas tout à fait. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas la justice au sens cinématographique du terme, mais c'était quelque chose de plus calme, de plus lent, comme un verre qui se fissure lentement de l'intérieur. Chloé avait orchestré mon exclusion si précisément, avait choisi l'optique plutôt que la connexion, le contrôle plutôt que la compassion, et maintenant l'image même qu'elle avait travaillé si dur à créer s'effondrait, pixel par pixel, RSVP par RSVP. Je suppose que c'était inévitable. On ne peut pas arracher les racines d'un arbre et s'attendre à ce que les branches continuent de fleurir. Marc, d'après ce que Jeanne a partagé, avait commencé à prendre ses distances. Ce n'était pas visible pour la plupart des gens. Pas encore. Mais elle a remarqué les petites choses. Son ton plus sec, ses silences plus longs. Chloé avait essayé de tout arranger avec de l'argent et de la vitesse. Mais cette fois, ni l'un ni l'autre n'a fonctionné. On dit que les mariages font ressortir la vérité. Non pas à cause des vœux ou des fleurs ou de la robe, mais à cause de la pression. Elle fait sortir chaque chose cachée, chaque fracture, chaque choix enfoui. Je n'ai pas dansé pour célébrer. Je n'ai pas ri. Au lieu de cela, je suis allée devant la photo de Richard. J'ai allumé une petite bougie et je me suis assise avec lui. Ils apprennent, ai-je murmuré. Et ça fait mal de regarder. Il n'y avait aucune satisfaction à voir le monde de son enfant s'effondrer, peu importe à quel point il était devenu imparfait. Mais il y avait du soulagement. Le soulagement de savoir que je n'avais pas imaginé la cruauté. Le soulagement de voir que l'univers, d'une manière ou d'une autre, tendait encore un miroir au choix fait en secret. Je n'avais pas dit un mot. Je n'avais pas écrit de lettre assassine ni fait irruption dans un lieu de réception avec des accusations. Tout ce que j'avais fait, c'était retirer l'argent, retirer la main qui avait discrètement bâti leur avenir, et l'effondrement avait suivi. Parfois, le pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous cessez de financer. Le téléphone a vibré une fois, 2 fois. J'étais dans la cuisine en train de plier des serviettes, de mettre la bouilloire à chauffer comme je l'avais fait chaque soir depuis le décès de Richard. Des rituels tranquilles, de petites choses pour garder les pieds sur terre. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais je n'en avais pas besoin. C'était elle. Je n'ai pas décroché. Au lieu de cela, je l'ai laissé sonner, les regarder s'éteindre, et un instant plus tard, l'icône de la messagerie vocale s'est allumée. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. J'ai d'abord préparé ma tisane. Camomille avec une touche de miel, comme Richard l'aimait. L'odeur a rempli l'air, chaude et familière. Mes mains bougeaient sans réfléchir, stables, délibérées. Puis je me suis assise à la vieille table en chêne, celle avec les initiales de Richard gravées faiblement sur le coin inférieur. J'ai appuyé sur l'icône de la messagerie vocale et j'ai lancé la lecture. La voix de Chloé est sortie, tremblante, à peine plus qu'un murmure. Salut, maman. Je sais. Je sais que j'ai fait des choix horribles. J'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Et maintenant, je ne sais pas comment réparer ça. S'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît. Il y a eu une pause. Puis sa voix s'est brisée comme de la glace mince. J'ai besoin de toi. Le message s'est terminé et je suis restée assise là. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai même pas ressenti de triomphe. Juste une profonde immobilité. Le genre qui vient après une tempête. Quand tout ce que vous entendez est le vent qui réarrange les branches cassées. Le téléphone gisait devant moi, l'écran maintenant sombre, silencieux. J'ai plutôt attrapé autre chose.
Un vieux carnet en cuir rangé sur la bibliothèque. Le journal de Richard. Il l'avait commencé après sa deuxième crise cardiaque, remplissant ses pages de pensées à moitié formées, de lettres qu'il n'avait jamais envoyées, de souvenirs trop lourds à porter à voix haute. J'ai feuilleté les pages usées, mes doigts suivant l'encre délavée jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose de souligné. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. C'est choisir la paix quand on pourrait choisir la guerre. Je l'ai lu encore et encore. Il l'avait écrit après la première vraie rébellion de Chloé, des années auparavant, quand elle avait abandonné ses études pour emménager avec un homme de 10 ans son aîné qui la traitait comme un accessoire. Nous l'avions suppliée de reconsidérer. Elle ne l'a pas fait. Et quand tout s'est effondré, elle est rentrée à la maison, plus petite en quelque sorte, mais fière. Richard lui avait préparé une tisane ce soir-là. Pas de sermon. Pas de « je te l'avais bien dit ». Juste cette même patience tranquille qui faisait de lui un homme meilleur que je ne lui en ai jamais donné le crédit. Et maintenant, me voilà avec le même choix. Je pouvais prendre le téléphone, entendre sa voix à nouveau, être sa mère à nouveau, réconforter l'enfant qui réalisait maintenant que les mariages ne recousent pas la cruauté et que la honte ne peut être transformée en silence. Mais quelque chose en moi avait changé. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de limites, de dignité, de choisir le genre de paix qui n'exigeait pas de prétendre que rien ne s'était passé. Parce que ça s'était passé. Elle m'avait regardé dans les yeux, avait dit « Tu n'es pas invité », et était partie en tenant un classeur de mariage rempli de mon argent et de la version de la famille de quelqu'un d'autre. Et maintenant elle avait besoin de la femme qu'elle avait essayé d'effacer. J'ai fermé le carnet de Richard et l'ai serré contre ma poitrine. « Je t'entends, mon amour », ai-je murmuré. Mais je ne suis pas encore prête à être douce. Le téléphone a de nouveau vibré. Un deuxième message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je me suis levée, j'ai porté ma tasse de tisane sur le porche et je me suis assise sous la lumière déclinante du ciel du soir. Le chant des oiseaux flottait au loin. Une brise bruissait dans les azalées. Il n'y avait pas de public ici, pas de drame, juste moi, une tasse de tisane et un silence qui ne faisait pas mal. Qu'elle attende. Qu'elle apprenne. Parfois, le silence n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Et ce soir, la clarté était mon cadeau à moi-même. Je n'ai pas assisté au mariage. Ni en personne, ni de loin. Pourtant, la nouvelle m'est parvenue comme la fumée d'un feu mourant. Les gens parlent dans les petites villes, et les chuchotements se déplacent plus vite que la musique. La cérémonie a eu lieu, oui, mais ce n'était rien de comparable au spectacle que Chloé avait imaginé. Rien de comparable aux images glacées du classeur qu'elle avait porté comme un livre saint. Elle a eu lieu dans une salle que personne ne connaissait, une salle banale en périphérie de la ville qui accueillait habituellement des banquets de retraite et des récitals de collège. Les murs étaient beiges, la moquette usée. Pas d'escalier en marbre, pas de lustre dégoulinant de lumière, juste des ampoules faibles et des chaises pliantes. Seul un tiers des invités s'est présenté. Beaucoup avaient déjà pris d'autres dispositions lorsque le premier lieu s'est effondré, et d'autres ne voulaient tout simplement pas être pris dans ce que les blogs appelaient déjà le scandale de mariage de la saison. Chloé a descendu l'allée sans fleurs à la main. Pas de bouquet pour se cacher derrière. Le fleuriste s'était retiré quelques jours plus tôt, et personne ne l'a remplacé. Il n'y avait pas de musique non plus. Le quatuor à cordes qu'elle avait engagé a annulé après le retrait de Clara, et la salle n'avait pas de système de sonorisation, à l'exception d'un haut-parleur poussiéreux qui crépitait. Les pas de Chloé ont donc résonné dans le silence, chacun sec, creux, final. On m'a dit qu'elle était magnifique. Oui, sa robe lui allait toujours comme un gant. Mais la beauté ne couvre pas le vide. La beauté ne remplit pas le silence quand personne n'applaudit, personne n'acclame, personne ne murmure avec admiration. Marc se tenait à l'autel, attendant. Mais il ne souriait pas. Pas une seule fois. La mâchoire serrée, les yeux fuyant les siens. Il n'y avait pas de chaleur, pas de fierté, pas de sentiment de triomphe dans sa posture. Juste de la résignation. Comme un homme à qui on a confié un rôle auquel il ne croit plus. Quand Chloé l'a finalement rejoint, ils se sont tenus face à face sous une arche de lierre en plastique. Pas de roses, pas d'orchidées. Du lierre en plastique qui pendait sur les bords. L'officiant a parlé rapidement. Des mots précipités comme si même lui voulait partir. Personne n'a enregistré. Aucun vidéaste n'avait été engagé. Aucun photographe n'était resté sous contrat. Il n'y aurait pas d'album à exposer sur les tables basses, pas de photos encadrées du plus beau jour, juste un souvenir, et même pas un souvenir tendre. Les invités étaient assis raidement,
murmurant entre eux. Certains sont restés par politesse, d'autres par curiosité, mais aucun ne rayonnait de joie. Personne ne se penchait en avant avec des larmes de bonheur. Et quand l'officiant a finalement dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Marc a hésité. Juste un battement de trop. Juste assez pour que tout le monde ressente le poids de l'absence. Il l'a embrassée, oui, mais pas comme un homme amoureux, comme un homme remplissant une obligation. Quand les applaudissements sont venus, ils étaient clairsemés. Quelques applaudissements épars ici et là comme de la pluie tombant sur un trottoir sec, creux, forcé. Ils ont remonté l'allée ensemble, mari et femme, mais personne n'a jeté de pétales. Aucune musique ne les a suivis, juste le bruit des pas sur une moquette bon marché et la lourde vérité que ce n'était pas un commencement. C'était un dénouement, habillé de blanc. J'ai imaginé le visage de Chloé, figé, magnifique, mais froid comme la pierre. Elle avait eu son mariage, techniquement, mais les mariages ne sont pas une question de technicité. Ils sont une question de cœur qui se rencontre au grand jour. Et le sien s'était refermé bien avant qu'elle n'atteigne l'autel. Quant à Marc, les gens ont dit que son expression ne s'est jamais adoucie. Il ne la regardait pas avec dévotion. Il regardait au-delà d'elle, comme s'il se demandait comment il était arrivé là, pourquoi il avait accepté de se tenir dans cette salle creuse. Aucun rire n'a retenti à la réception. Le gâteau était petit, simple, acheté à la dernière minute dans une pâtisserie locale. Les flûtes à champagne n'étaient pas assorties. Et certains invités chuchotaient que cela ressemblait plus à une obligation qu'à une célébration. Personne n'a dansé. Personne n'est resté tard. Et quand ce fut fini, la salle s'est vidée rapidement. Chaises empilées. Miettes balayées. Lumières éteintes. Un mariage sans bonheur. Un mariage sans témoin. Un mariage sans moi. Je n'étais pas là pour le voir, mais je l'ai ressenti. Pas dans mes yeux, mais dans mes os. L'effondrement de quelque chose qui avait été construit sur la vanité au lieu de l'amour. Le silence de quelque chose qui avait choisi l'exclusion plutôt que l'accueil. Chloé avait voulu une scène parfaite. Au lieu de cela, elle a eu une pièce creuse. Et quand le rideau est tombé, personne n'a applaudi. Je savais que je ne serais pas là quand les vœux seraient prononcés. Quand le gâteau serait coupé, quand la dernière chaise grincerait contre le sol. Mais je savais aussi que j'avais une dernière chose à dire. Pas avec ma voix, pas avec ma présence, mais avec quelque chose de plus silencieux. Alors, j'ai écrit une lettre. Je me suis assise au vieux bureau de Richard Laveille, le même bureau où il signait des contrats et tenait ses comptes, où il s'endormait parfois avec des taches d'encre sur les doigts. J'ai sorti une seule feuille de papier à lettres épais, celui sur lequel il insistait toujours pour les mots sérieux. Et j'ai écrit. Chloé, ai-je commencé, l'encre tremblant sous ma main, bien que ma détermination soit restée ferme. Tu ne m'as pas désinvité du mariage. Tu t'es désinvité d'un amour qui n'avait aucune condition. J'ai fait une pause, écoutant le faible murmure de la nuit dehors. Ma poitrine me faisait mal, mais ma main continuait de bouger. Je te souhaite la paix, même si c'est sans moi. C'était tout. Court, simple. Une vérité réduite à sa plus simple expression. J'ai plié la page, l'ai glissée dans une enveloppe et l'ai scellée avec le même cachet de cire que Richard utilisait autrefois pour sa correspondance professionnelle. Puis je l'ai remise à Clara, l'organisatrice, qui s'était déjà retirée, mais qui se souciait encore assez pour me rencontrer sur le parking de son bureau. Vous vous assurez qu'elle la reçoive ? Ai-je demandé. Clara a tenu l'enveloppe comme si c'était du verre fragile. Vous êtes sûr ? J'ai hoché la tête. Elle a besoin de la lire. Qu'elle le comprenne maintenant ou plus tard, ce n'est pas à moi de le contrôler. Les yeux de Clara se sont adoucis. J'ai vu beaucoup de mères crier sur leurs filles pour des centres de table ou des listes d'invités. Mais vous, elle a secoué la tête. Vous êtes différente. Vous êtes silencieuse. Et d'une certaine manière, cela semble plus fort que tous les cris. Je n'ai pas répondu. J'ai juste touché sa main, murmuré merci, et je suis partie. Plus tard, après que la cérémonie se soit terminée dans son silence creux, après que la réception ait boité sans joie, Clara a glissé l'enveloppe sur la table où Chloé était assise. Je n'étais pas là pour le voir, mais Clara me l'a raconté après. Les mains de Chloé tremblaient quand elle a reconnu mon écriture. Au début, elle a hésité comme si elle avait peur de l'ouvrir. Peut-être pensait-elle qu'elle contenait de la colère ou des exigences ou de l'amertume. Mais ensuite, elle a brisé le sceau. Elle a lu la première ligne et ses lèvres se sont entr'ouvertes. Elle a lu la deuxième ligne et ses doigts ont tremblé plus fort.
Au moment où ses yeux ont atteint les derniers mots, les larmes sont venues. Pas les larmes mises en scène d'une mariée posant pour des photos. Pas celles délicatement essuyées avec une serviette pour l'effet, mais le genre brut. Le genre que vous ne contrôlez pas. Les épaules secouées, le souffle court, le mascara coulant sur un visage qui avait été sculpté à la perfection quelques heures auparavant. Clara a dit que personne ne s'est approché d'elle. Marc a regardé de l'autre côté de la pièce, incertain, mais il n'a pas bougé. Les invités chuchotaient, ne sachant pas ce qui avait percé son sang-froid si soudainement. Mais Chloé, elle est restée assise là, serrant cette seule page comme si elle pesait plus que toutes les fleurs qu'elle avait commandées, plus que la robe qu'elle portait, plus que la salle qu'elle avait essayé de remplir d'une grandeur empruntée. Et elle a pleuré. Pour la première fois. Vraiment pleuré. Peut-être a-t-elle enfin compris. Peut-être a-t-elle enfin vu que mon silence n'était pas une absence, que mon retrait n'était pas de la négligence, que la ligne qu'elle avait tracée, si nette et délibérée, n'avait fait que creuser sa propre solitude. Je n'avais pas besoin de savoir exactement ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de sa prise de conscience et de mon choix de la paix quand j'aurais pu choisir la guerre. Cette nuit-là, pendant qu'elle tenait ma lettre, j'étais assise à la maison avec le journal de Richard ouvert devant moi. J'ai de nouveau passé mes doigts sur ces mots. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. C'est choisir la paix quand on pourrait choisir la guerre. Je me suis versé une autre tasse de tisane, j'ai respiré la vapeur et j'ai laissé le calme m'envahir. Je n'avais pas parlé depuis des mois. Je n'avais pas crié. Je ne m'étais pas battu. Tout ce que j'avais fait, c'était de prendre du recul, de retirer ce qui était à moi, et de laisser derrière moi une page de vérité. Et c'était suffisant. Parce que parfois, le son le plus fort qu'une mère puisse faire est le silence enveloppé d'amour. Un an s'est écoulé en petits rituels, le sifflement de la bouilloire au crépuscule, le remplissage du stylo-plume de Richard, et l'écriture de quelques lignes dans un carnet privé. La paix n'est pas arrivée d'un seul coup. Elle s'est accumulée par couches. La vapeur de la tisane en hiver. Les lilas d'avril, un tiroir qui ne souffrait plus de messages vocaux non ouverts. Le domaine de l'Aube claire était géré d'une main plus ferme. Le personnel promu en interne. Les fournisseurs informés des clauses de dignité. J'ai formé les directeurs à écouter avant de parler. Je n'ai pas appelé Chloé. Le jour de l'an, j'ai écrit une seule phrase dans le journal de Richard. Choisir la paix est un acte quotidien. À la fin du printemps, le courrier est arrivé tôt. Le camion s'est éloigné dans un cliquetis. Une seule carte postale attendait dans la boîte. Pas d'adresse de retour, seulement une écriture soignée que je connaissais. Au recto, une aquarelle délavée d'un horizon pâle. Au verso, 6 mots au-dessus d'un petit morceau de ruban adhésif tenant une photo. Elle s'appelle Delphine. J'ai pensé que tu devais savoir. Je suis resté près de la boîte aux lettres et j'ai laissé la phrase s'installer. Delphine. Un nom qui commence comme le mien, doux comme le lin, fort comme une porte laissée ouverte. La photo était petite. Une petite fille emmitouflée dans une couverture tricotée de la couleur des nuages. Un petit point contre sa joue, les yeux grands ouverts et clairs. Ni bleu, ni vert. Ce gris océan que Richard a porté toute sa vie avec une lueur de malice dans la lumière. Ma respiration a changé. Pas un hoquet, un élargissement comme une fenêtre déverrouillée dans une pièce que j'avais gardée fermée. J'ai rentré la carte postale et j'ai mis la bouilloire à chauffer. La maison contenait un nouveau silence, plus lourd. Maintenant. J'ai posé la photo sur la table et j'ai senti sa petite gravité. Elle avait ses yeux. Elle avait la bouche de ma mère. Cela semblait impossible et parfaitement juste. Je voulais être heureuse. Je voulais être triste. Les deux sont arrivés et se sont tenus à côté de moi comme de vieux compagnons. Joie pour la vie qui commence. Deuil pour l'année perdue à cause de l'orgueil et de la performance. Un fil silencieux de colère qui s'est assis quand l'eau a bouilli. J'ai versé la tisane et j'ai relu la phrase. Elle s'appelle Delphine. J'ai pensé que tu devais savoir. Pas d'excuses, pas de s'il te plaît, pas d'invitation, juste une petite porte laissée entr'ouverte. J'ai porté la photo jusqu'au fauteuil de Richard et je me suis assise. Je lui ai dit ce que la carte ne disait pas. Que je suis plus âgée maintenant et plus douce sur les bords. Que je peux pardonner sans oublier. Que je n'échangerai pas ma dignité contre un accès. Pas même à un berceau rempli d'étoiles. Je lui ai dit que je le vois dans cet enfant, que si le jour vient, je lui apprendrai à planter des tomates et à parler la tête haute et le cœur ferme. J'ai envisagé de répondre. J'ai même choisi une carte,
Crème avec un fin liseré marine. J'ai imaginé une ligne. Merci de m'avoir dit son nom. Puis j'ai mis la carte de côté. Le pardon n'est pas un sprint. C'est une posture, une façon de se tenir sans fermer la porte. J'ai glissé la photo dans mon portefeuille, derrière la fenêtre en plastique où vit le sourire de Richard. Les bords s'ajustaient parfaitement. Quelque chose en moi s'est apaisé. Je ne sais pas si c'est de la joie ou une cousine plus douce. Je sais seulement que cela a réchauffé la pièce. Cet après-midi-là, Jeanne est passée avec des fraises. Nous nous sommes assises sur le porche et les avons mangées dans la barquette. Je lui ai montré la carte postale. Elle a étudié la photo et a hoché la tête. Elle a son regard, a dit Jeanne. Le regard qui écoute. J'ai ri, puis non. Nous avons laissé le vent finir nos phrases. Le soir tombant, j'ai parcouru le jardin et j'ai vérifié les pivoines pour les fourmis. Quelque part, la radio d'un voisin jouait une chanson d'amour d'une décennie qui se souvient encore de moi. J'ai pensé à Chloé. Peut-être fatiguée, peut-être en train d'apprendre, peut-être tenant son bébé et découvrant que le monde s'adoucit quand on arrête de l'arranger. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. Je me suis tenue sous la lumière du porche et j'ai murmuré une bénédiction dans l'obscurité. Pour l'enfant au nom qui commence comme le mien. Pour la mère qui trouve son chemin. Pour l'homme qui m'a appris que l'amour reste stable quand l'orgueil lâche prise. Puis je suis rentrée et j'ai mis une autre place à table dans mon esprit. J'ai gardé la photo dans mon portefeuille. Je l'ai emportée au marché, à la banque, au banc silencieux de l'église le dimanche où je remercie l'invisible pour le visible. Parfois, l'attente n'est pas le vide. Parfois, c'est de l'espace. J'ai souri, chaleureusement mais légèrement. La bouilloire s'est éteinte. La maison a expiré. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne sonnait pas comme une porte qui se ferme. Il sonnait comme des pas qui s'approchent, sans hâte et sincères. Je les ai laissés venir. 1 an a passé. La cour sent le romarin et la pierre propre. La fontaine marque le temps comme un métronome silencieux. Je suis de retour à l'aube claire, non pas pour garder des reliques, mais pour parcourir des pièces que j'ai redessinées. Les lourds rideaux ont disparu. La lumière circule librement. Les allées sont plus larges. Les plantations sont locales et patientes. C'est mon jardin. Un coin derrière la véranda ouest avec un banc de la première auberge de Richard. Les pavés s'enroulent comme des virgules, invitant la journée à continuer. Je pose ma vieille tasse de thé sur la table. La fissure fine attrape encore le soleil. À côté, repose une tasse plus petite avec un bord bleu, vide, attendant sans pression. La photo de Delphine, autrefois dans mon portefeuille, est maintenant dans un cadre en argent. Des yeux gris océan, la même étincelle que portait Richard. Je place le cadre là où la vapeur s'enroulera vers lui. Je ne parle pas à la photo. Je laisse la chaleur parler. Les invités se promènent le long des haies et lisent les nouvelles plaques. L'une explique notre fonds de bourse d'études. Une autre note la cuisine neutre en carbone. Je ressens la fierté tranquille d'une artisane dont les lignes sont enfin droites. Jeanne entre par l'arche avec un dossier crème noué d'un ruban marine. Elle le pose comme quelque chose de vivant. Le calendrier de lancement, dit-elle. Et les épreuves des plaques. Dans 2 semaines, la couverture indique « Maison Dufresne » en mémoire de Richard. À l'intérieur, une liste de donateurs, un programme, une courte inscription pour le foyer. Jeanne tapote la phrase. Je l'ai gardée exactement. Construite sur l'amour, gérée avec courage, ouverte à quiconque a besoin d'un nouveau départ. Il aurait aimé ça, dis-je. Il aurait aimé que tu la construises, répond-elle. Le vent frôle le romarin contre mon poignet. Je verse 2 tasses de tisane. Nous nous asseyons sans hâte. Jeanne ouvre son agenda. Visite des médias mardi. Bénédiction du personnel jeudi, les familles samedi. La plaque arrive lundi, et la garderie a reçu l'approbation finale. Comment l'as-tu nommé? Le coin de Delphine. Avec ta permission. Tu l'as, dis-je. Nous nous taisons et écoutons la fontaine et un lointain cliquetis venant de la cuisine. Je pense à l'année. Des cartes postales qui n'exigeaient pas de réponse. Un message vocal que je n'ai jamais retourné. Un enfant avec un nom qui commence là où le mien commence. L'amour a changé de forme. Il n'a pas disparu. Jeanne jette un coup d'œil à la petite tasse. J'attends de l'accompagner un jour, dis-je. Aujourd'hui, je m'entraîne. Elle sourit. La liste du personnel est affichée.
Femme de ménage, jardinier, plongeur, puis tout le monde. Tu as demandé cet ordre. Ils maintiennent l'endroit debout, je réponds. Ils ouvrent la journée. Jeanne sort une fine enveloppe du dossier. Remarque pour l'inauguration. J'ai coupé tout ce qui était apologétique. Je lis le premier paragraphe, puis je lève les yeux vers le jardin. Bien, dis-je. Cette fois, c'est à moi. Pas hériter. Créer. Nous laissons la phrase s'installer entre nous. La propriété m'effrayait autrefois. Maintenant, cela ressemble à une intendance avec un pouls. Je pense à la première année où Richard et moi gérions un motel de 12 chambres, aux draps que nous repassions à la main. Aux nuits où il disait, si nous gardons une porte ouverte pour quelqu'un de fatigué, nous en avons fait ASS.